en deuxième partie, nous avons une deuxième intervenante qui va nous parler du gouvernement par l'élite, le management privé appliqué à l'éducation nationale. Il s'agit d'Isabelle Brun, qui est professeure certifiée d'histoire-géographie dans le secondaire et qui est également diplômée d'un master 2 d'ethnologie de l'université de Strasbourg, de la promotion de l'année dernière, brillamment, c'est sous ma direction, évidemment. Et donc, Madame Brun a pris comme point de départ de son enquête un sujet qui est extrêmement, qui était à l'époque, enfin, pas connu, peu connu, inconnu pour moi. C'est la première fois qu'on en parlait, donc j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et il s'agit de quelque chose de très important aujourd'hui. Alors elle va vous expliquer ce qui se passe. Pour moi, je considère que le sujet qu'elle traite maintenant, qu'elle va traiter, est un des sujets sociologiquement les plus importants. C'est tout récent et c'est très peu connu, et j'espère qu'il y aura des suites après cette conférence, parce que je pense que ça mérite une diffusion beaucoup plus large. Mais le sujet est à l'intersection de plusieurs disciplines. Il n'y a pas que l'ethnologie, c'est une approche anthropologique, mais ça concerne également les sciences de l'éducation, la sociologie, l'histoire politique, les sciences politiques, la science politique, puisqu'il faut la mettre au singulier maintenant, et également la question même de la démocratie en réalité, quoi. Donc c'est quelque chose, à mon avis, de très important. Donc je laisse la parole à Isabelle Brun, qui n'est pour l'instant pas membre d'un laboratoire. Vous êtes, non, de recherche? Pas encore? Bien. Je vous laisse la parole en vous remerciant. Alors voilà, donc Isabelle Brun devant vous. Donc je remercie Monsieur Leroux, et à la fois je le remercie pas. Alors je le remercie de m'avoir invité, de me permettre de partager mon cheminement sur le management public, auquel on va s'intéresser, mais je le remercie pas pour le sujet qu'il m'a proposé en juin. Donc en juin, voilà, je venais passer la soutenance, je soufflais, j'étais dans une autre dimension, et j'ai pas vraiment fait attention au sujet. C'est en septembre, en revenant, que là je l'ai lu. Vraiment. Le gouvernement par l'élite, : le management privé appliqué à l'éducation nationale. Ah! Donc c'est devenu un tout petit peu compliqué pour moi. Je me suis arraché les cheveux, je l'ai tourné dans tous les sens, j'ai recommencé au moins 5 fois, pour aboutir au constat suivant: je ne peux pas traiter ce sujet. En tout cas, pas sous cette forme-là. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est seulement des éclairages. Voilà. C'est un peu différent. Alors pourquoi je peux pas le traiter? Parce que l'intitulé en lui-même, pour moi, propose une affirmation. C'est pas sous forme de question, c'est une affirmation. Et c'est très compliqué pour moi de prouver ou d'infirmer cette affirmation. Je peux juste réfléchir dessus. Autre chose. Le terme de management, déjà, il est mis au singulier. Et on va voir qu'il y a plusieurs formes de management. Et dans cet intitulé aussi, il n'y a qu'un seul management, le management privé. Bon, il y en a d'autres. Deuxième point, le mot appliqué. Appliqué suscite un mouvement qui va d'un point A à un point B. Hein, on applique quelque chose sur une surface. Ça me paraît aussi un tout petit peu compliqué, dans la mesure où moi, je considère peut-être que le management, en tout cas l'éducation nationale, est plutôt impliqué. C'est-à-dire que ça procède d'un engagement, même s'il n'est pas obligatoirement volontaire ou complètement décidé, et c'est plutôt l'implication. Autre chose, l'éducation nationale dans son ensemble, eh ben là aussi, ça pose problème. Parce que l'éducation nationale, ça va de la maternelle
jusqu'à vous, hein, jusqu'à l'université. Donc il y a plusieurs réalités. Là aussi, ça me paraît compliqué, sachant que moi j'ai travaillé que sur un seul segment, le collège. C'est du secondaire. Et un collège particulier, puisque c'est un collège de REP, plus. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Réseau d'éducation prioritaire, ça vous dit quelque chose? De la ZEP? Voilà, alors avec tout ce que ça comporte, quartier sensible, quartier chaud, élèves en grande difficulté, 80% de boursiers, 25% de chômage chez les parents, etc., etc. Donc, pour me dépatouiller de tout ça, si je puis dire, j'ai fait appel à un poète japonais. Bon, on va voir pourquoi. Faut que je le récupère avant le poète japonais parce que je l'ai perdu. Je reviens. Il est là. Donc vous le connaissez sûrement tous, hein, évidemment. Takahama Kiyoshi, ça c'est votre livre de chevet. Pas du tout, hein, c'est celui qui a remis à la mode les haïkus à la fin du 19e, début du 20e siècle. Ouais. Et donc je vous le lis, c'est pas long. Hein. Un haïku, c'est 3 petites phrases. On appelle cette fleur pivoine blanche. Oui, mais un peu de rouge. Alors, pourquoi j'utilise ça? C'est pour, disons, m'aider à traiter ce sujet. Oui, il y a oui, il y a du management privé dans l'éducation nationale. Oui, mais pas que. Du gouvernement, oui, mais lequel ou pas que. De l'élite, oui, mais laquelle ou pas que, etc., etc. Donc, pour cheminer ensemble, hop, j'appuie sur la flèche. Il y aura 3 temps. Le premier étant l'éducation nationale et le management, une affaire du secteur privé. Et là, je mets un point d'interrogation. Alors, hop. On s'aperçoit, en tout cas moi je m'en suis aperçue sur, alors comme on aime dire, le terrain, hein, donc le collège de REP+, que je ne citerai pas parce qu'il faut qu'il soit anonyme. Je me suis aperçue que le mot management, en fait, il était jamais prononcé. Jamais. Incroyable. Alors, chacun décrit les relations qu'il a avec l'autre, mais ce n'est jamais identifié sous l'angle du management. Alors, quand je parle de chacun, moi j'ai étudié juste et seulement 2 groupes, alors qu'il y en a beaucoup plus dans un collège. J'ai étudié les enseignants, discuté avec eux en tout cas, et la direction. Alors, la direction dans un collège, c'est 2 personnes. Il y a le chef d'établissement et son adjoint. Voilà, c'est assez réduit. Hein. Donc, ce mot, il n'est jamais prononcé ni par les enseignants, ou très très peu, ou après discussion, et il n'est jamais prononcé non plus par le chef d'établissement. Alors, on peut se poser la question, mince, il y a un os. J'ai dû me tromper de sujet d'étude, il n'y en a pas. Management. Si, il y en a un peu, on va voir lequel d'ailleurs. Le mot, il est détourné. Il est peut-être évité. Hop, 3e diapo. Il est détourné, notamment dans la littérature ministérielle ou académique. On ne parle pas de management, on va parler de pilotage, de conduite. Alors, conduite du changement aussi. On va retrouver ces termes-là. De la part du chef d'établissement, lui, il ne va parler que des moments de management. Parler de réunions, de mails, d'objectifs, jamais de performance, c'est rare, plutôt d'objectifs, un peu plus rarement de performance. Quant aux enseignants, eux aussi vont parler des moments de management. La réunion, là, c'est moins enthousiaste. Les mails, etc., etc. Alors, je me suis posé la question, pourquoi le mot était détourné, pourquoi il était évité? Alors, parce qu'il règne peut-être encore une sorte de mythe de différence entre le public et le privé. Alors, j'ai utilisé le mot utilité publique, utilité privée.
parce que c'est ce qui va se retrouver en fait depuis le Moyen-Âge. C'est une distinction qui est morale. Le public, je vous fais grâce du testament de Philippe Auguste de 1190, à moins que vous le vouliez vraiment. Non, alors on passe. Je vous le résume, où il est dit que le souverain, il est là pour servir ses sujets et non pas ses intérêts personnels. De là va naître cette idée, alors peut-être ce mythe, je ne sais pas, que le public, il est associé au bien commun, il est associé à de l'argent orienté dans l'intérêt de tous. D'un autre côté, le privé va être associé, lui, à tout l'inverse, berk, c'est impur, et ça sert les intérêts particuliers. On retrouve un peu cette idée chez une interlocutrice et chez d'autres. Alors, elle s'appelle Annabelle. Vous arrivez à lire ce qu'elle a dit. On fait pas prof pour que ce soit comme dans le privé. Être en compétition, avoir les dents qui rayent le parquet. Voilà. Donc tout ce qui touche au privé, on y met des pincettes. Et c'est peut-être ce qui explique que le mot management ne soit pas utilisé, parce que le mot management, il est fortement associé à quoi? Au privé. Voilà, alors on le définira après, vous verrez, c'est pas si simple. Donc on peut se dire, voilà, c'est pour ça, cette différence utilité publique, utilité privée. Puis je me suis dit, en fait, peut-être qu'il y a encore autre chose, c'est que le mot management, il vient vraiment du privé. Donc là, je fais un retour sur le sujet, management privé. Ça veut peut-être dire aussi que dans l'éducation nationale, on est en train de le traduire. On est en train de se l'approprier, et c'est pour ça qu'on n'utilise pas le management, le mot, parce que c'est pas la réalité, tout à fait. C'est pas ça. Ou en tout cas, c'est pas ce qu'on veut en faire. Pilotage, conduite, c'est une sorte de pouvoir qui paraît être sans contrainte. Vous voyez ce que je veux dire? Une sorte de... On retrouve ça dans la doctrine chrétienne, la conduite des âmes. Je vous fais grâce aussi de saint Thomas d'Aquin et le pape Grégoire, quoique j'y reviendrai peut-être un peu après. Voilà. Donc, dire que le management privé est appliqué à l'éducation nationale, oui, mais puisqu'on prononce même pas son nom, on ne le dit pas. On a envie peut-être de le traduire, de faire autre chose. Ceci dit, voilà qu'arrive Julien. Lui, il le dit franchement. Le management est partout, à l'école, dans l'entreprise. C'est assumé, il le reconnaît, et il a raison, il y a du management. On va voir lequel. Ça fait référence à ce que disait Frédéric Taylor. Alors, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Taylorisme, le travail parcellaire, minuté, les années 1910-1920, qui dit que le management peut être appliqué avec les mêmes effets à toutes les activités sociales. Ça veut dire qu'il va se retrouver partout, ce management. Donc, le management n'est pas que du management issu du privé. C'est encore autre chose. Donc, on se retrouve avec ça. Alors, avec un barbarisme en plein milieu, la LOLF. Grand mystère. Voilà, vous êtes suspendu à mes lèvres. C'est quoi la LOLF? Voilà. Non, c'est la loi organique d'organisation des finances. Alors je vous donne exactement le nom, parce que c'est reparti. Reviens. Alors moi j'ai pas de PC, mais j'ai un Mac. Alors je sais pas me servir d'un PC. Ça c'est bien le temps que je cherche dans tout mon bazar. C'était laquelle C'est bien ça, non? Ouais, voilà. Alors, partout à l'école. Voilà. J'ai du bazar. Alors, la LOLF, la loi organique relative aux lois de finances.
Elle est introduite au 1er août 2001, mais elle ne sera mise en pratique qu'en 2006. Donc ça laisse du temps quand même pour préparer son arrivée. Alors bon, je me suis fait plaisir pour fêter les 20 ans de la mort de Cornelius Castoriadis. Les critères économiques en lieu central et valeurs suprêmes de la vie sociale, ça c'était juste un petit plaisir personnel. Après j'y reviendrai aussi. Donc la LOLF, qu'est-ce que ça veut dire la LOLF? Cette loi organique, elle va tout changer, absolument tout à partir du budget. C'est pour ça que j'ai mis Cornelius Castoriadis en regard. Critères économiques, c'est ça qui va changer la façon de gérer les affaires publiques en France. La loi, elle a été élaborée conjointement par le ministère de l'économie, l'Assemblée nationale, le Sénat, la Cour des comptes, et ça consiste en une nouvelle architecture du budget général de l'État, non plus définie par ministère, mais par mission, programme et action. Ça veut dire que le budget reflète les grands choix de politique publique en matière d'emploi, d'éducation, de sécurité, de logement. Cette LOLF, elle cherche dans le discours à améliorer quoi? L'efficacité de la dépense publique. Alors, parfois on confond efficacité et efficience. Alors, efficacité, c'est obtenir les résultats qu'on souhaitait. Efficience, c'est obtenir les résultats au meilleur coût. La frontière est très mince. Donc, améliorer l'efficacité de la dépense publique. Donc, on dépasse largement la production de services aux autres, c'est-à-dire on ne fait pas que enseigner, on ne fait pas que soigner, on ne fait pas que accueillir des citoyens dans ses bureaux. Il faut aussi être efficace, pas coûter trop cher et rendre le plus de services possible, d'accord, et être un tout petit peu plus performant. À partir de là, entre 2001 et son entrée en application en 2006, il y a des audits qui sont faits dans le milieu de l'éducation nationale. D'autres, la défense, la santé. Il y a un audit en 2004 qui est fait, donc c'est entre les deux, entre la loi qui est votée et son application. Et là, on voit apparaître l'introduction d'un certain vocabulaire dans l'éducation nationale, sorte de nouveaux termes qui n'étaient jamais employés jusque-là. On a donc performance, pédagogique et budgétaire, objectif de résultat, amélioration de l'efficacité. On a tous les termes de management. Ça veut dire que la LOLF, ici présente, eh bien, elle ne va pouvoir vivre que à travers un nouveau système de gestion, non plus, pas que de l'argent, mais aussi des personnes qui travaillent. Et c'est l'arrivée du nouveau management public. En français, voilà, NMP, qui a énormément occupé les sociologues. Est-ce qu'il y a des sociologues ici? Non, alors je vais moins m'engager alors sur le NMP et les sociologues, qui, pour certains, ont occupé beaucoup d'articles, mais sans trop de regard critique, en disant le nouveau management public, c'est irrévocable, c'est comme ça, c'est ça. D'ailleurs, plusieurs branches chez les sociologues, je vais pas en citer parce qu'il y en a qui travaillent à Strasbourg à l'université, donc je vais pas les citer tout de suite. Non, je vais pas le faire, même sous la contrainte. Bon,
Voilà, donc l'introduction du nouveau management public qui apparaît comme la formule concrète d'une loi qui est en fait budgétaire, c'est de l'argent. Le contexte est extrêmement favorable à l'émergence de la LOLF et au nouveau management public, puisqu'on est dans un contexte on se dit que l'État-providence, on va pas revenir dessus, il est défaillant. En tout cas, l'État, il est défaillant, il dysfonctionne, ça va pas, il faut tout changer, c'est n'importe quoi, tout ce qu'on a fait avant, ça fonctionne plus. Et puis, il y a aussi autre chose qui émerge, c'est le privé, en tout cas l'entreprise, comme modèle. Voilà. Tout ce qui se passe dans le privé, dans l'entreprise privée, est considéré comme un modèle qu'il faut suivre. Alors, j'en arrive là. Donc, on arrive dans l'éducation nationale à des emprunts qu'on retrouve dans la littérature ministérielle, et dans le lexique de certaines personnes: performance, objectif de résultat, efficacité, audit, autonomie, projet aussi, beaucoup, j'y reviendrai, contrat, mais ça suffit pas pour dire que le management qui est pratiqué dans l'éducation nationale est un management seulement issu, fabriqué, fructifié par le privé, puisqu'il y a une sorte d'hybridité. Par exemple, le chef d'établissement, il peut avoir un discours complètement qu'on pourrait qualifier, alors en une phase gentille, un peu de contradictoire, dans des phases un peu plus énervées, de schizophrène, puisqu'il va dire, il va parler d'efficacité, mais d'un autre côté, il va rester ce qu'il est, c'est-à-dire dans sa position hiérarchique. Ben oui, mais moi je l'impose. On fait des réunions. Alors je dis pas que tous les chefs d'établissement sont comme ça ou autres, hein, mais l'établissement où j'ai travaillé, voilà ce qui en résultait. Ou au cours de réunions, eh bien, qui sont censées être participatives, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que on fait semblant de vous écouter, et puis on vous impose ou on vous agite une petite feuille à la fin en disant voilà, c'est ça qu'il faut remplir. Racontez-vous dedans. Donc la participation, bof, et on en vient aussi à voir ou à dire que le chef d'établissement, en tout cas celui qui était aux commandes du collège dans lequel j'ai travaillé, eh bien, il pourrait être qualifié de data extractor. Est-ce que ça vous dit quelque chose du data extractor? Non, c'est un petit logiciel informatique qui prélève en fait les bonnes informations, d'accord? Et ben voilà, le chef d'établissement, il est en data extractor aussi, il va prélever les informations qui l'intéressent pour remplir un tableau qui n'est pas pour lui, qui est pour sa hiérarchie, qui va remonter, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a tout un système en fait de reporting, c'est bon, tout un système de contrôle et de surveillance pour s'assurer que l'efficacité est bien en marche et que la performance est bien en marche. On ne fait pas n'importe quoi. Jusque là, tout va bien? Ouais. C'est clair? Parce que moi, c'est clair, mais pour vous, je suis pas sûre. Alors, on a parlé de management, puis vous êtes rendu compte que j'ai pas défini management. Alors, le management, c'est très compliqué de le définir. Même ceux qui l'enseignent, eh ben, ils n'y arrivent pas. Ils ont jamais la même définition, mais on peut voir quand même un petit point commun. Alors, hop, il faut que je le retrouve. C'est un universitaire américain qui travaille à la Harvard Business School. On va bien le retrouver, si je l'ai pas perdu, il est là. Il s'appelle John Kotter. Alors je l'ai pris parce qu'il est assez célèbre dans le milieu du management, en tout cas les années 90.
Pour lui, le management, c'est un ensemble de processus destinés à faire fonctionner harmonieusement un système compliqué, comprenant des gens et des technologies. Voilà. Jusque-là. Je m'arrête ici, après on va voir la deuxième partie. Un système. Il ne parle pas d'entreprise privée. Il parle d'un système. C'est-à-dire qu'il est, il enlève le côté privé ou public. Le management, c'est pour tout le monde. Comprenant des gens et des technologies, ces aspects les plus importants comprennent la planification, le budget, l'organisation, la gestion du personnel et la résolution de problèmes. Voilà, ça ce sont les 5 points. Planification, budget, organisation, gestion du personnel et la résolution de problèmes. Alors, le management, il est né tel qu'on le connaît, c'est-à-dire sous cette forme, assez générale, comme science de la gestion en fait, que ce soit des humains ou des moyens, ou des technologies ou des moyens qui sont à votre disposition. Il est né aux États-Unis. Mais il a une naissance antérieure. En fait, il est rené aux États-Unis. Il est né en fait en Angleterre. Et il n'avait absolument pas d'association au début avec l'entreprise privée. Et donc, pas du tout non plus avec le capitalisme. C'était plutôt lié à la sphère domestique. Il fallait, dans sa maison, la gérer efficacement, notamment pour les femmes. Il y avait des manuels de management pour les femmes, à savoir dès qu'elle n'avait plus grand-chose à faire, une fois qu'elle avait tout rangé, une fois qu'elle avait tout lessivé, une fois qu'elle avait bien cuisiné, elle pouvait s'asseoir pour repriser des chaussettes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de temps mort. Le temps, chaque minute était utile. C'est la seule chose que le management qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire associé au privé, a gardé, cette idée d'efficacité. Il faut du temps efficace. Le management en français, il est attesté depuis 1921. Donc c'est assez, à l'échelle humaine, c'est pas très vieux. Et il a fait bon chemin, parce qu'il est parti d'Europe, il est allé aux États-Unis pour revenir en Europe. Donc, ce qu'il faut retenir du management, c'est en fait une gestion au sens très large. C'est l'art de gérer au sens très très large, tout. Tout peut être management. Vous pouvez gérer vos amitiés, gérer vos vacances, gérer l'achat de vos slips. Vous gérez tout en fait, et vous êtes géré au quotidien. Avec des points d'appui, donc performance, objectif, résultat, efficacité, audit, contrôle, et un petit bout d'autonomie. Enfin, on vous fait croire que vous êtes autonome. Donc, pour revenir à l'éducation nationale, le management qui est fait, en fait, il est hybride. Il garde des empreintes du passé, parce que dire qu'il y a un nouveau management public, ça veut dire qu'il y en avait un ancien. Et cet ancien management, on l'appelait comment ? Administration. Et ça, on le voit aussi dans l'éducation nationale, notamment dans le collège dans lequel j'ai travaillé. Il y a un petit guide pratique qui est donné à la rentrée, avec le trombinoscope, avec les fonctions de chacun. Alors en page 1, vous avez la direction, avec principal et principal adjoint. Page 37, vous avez administration, avec les mêmes personnes. Ça veut dire que même dans la tête de ceux qui ont fait ce guide, notamment la principale adjointe, elle n'est pas au clair. Elle est à la fois dans la direction, c'est-à-dire dans le nouveau management, et à la fois dans l'ancienne version, dans l'administration. Ok ? Bon. Dans le sujet que m'avait proposé M. Leroux, il y avait management et gouvernement. Gros morceau.
gros morceau, parce que gouvernement, voilà, il faut se poser la question de ce que c'est. Alors, gouvernement au XIIIe siècle, c'est diriger la conduite de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà. C'est un sens assez large. Ça ne prend la dimension politique que très tardivement au XVIIIe siècle. Donc, si on revient aussi à la racine grecque, gouverner, ça vient de diriger un navire. Voilà, on est loin du pouvoir politique. Il y a une personne qu'il faut que vous lisiez si vous vous intéressez au management en général et au management public, c'est Thibault Le Texier. Alors lui, c'est un économiste. Il a écrit en 2016 Le maniement des hommes, dont je me suis très très largement inspirée, il faut le dire. Il a écrit de nombreux articles dessus, et lui, il affirme que parce que le management est un art de gouverner, il pose des questions politiques, comment on gouverne un groupe d'individus, comment on leur fait faire ce qu'on leur demande. Donc, gouverner, c'est-à-dire diriger la conduite de quelque chose, oui, ça s'applique bien au management, dans le sens de pilotage pour l'éducation nationale. Il y a aussi, il faut pas oublier la dimension gouverner, celle de Machiavel. Eh oui, qui lui associe gouvernement à de la domination, à de la puissance. Machiavel, pour lui, le gouvernement, eh bien, c'est tenir les sujets de telle sorte qu'ils ne puissent ou doivent vous causer du tort, ou causer du tort au prince. Pour cela, il pense à un système de sanctions, c'est-à-dire enlever tout moyen de nuire ou de récompense. C'est-à-dire que pour être sûr que personne ne vous nuise, eh ben, on va donner quelque chose. Bien, dans le management, on retrouve ça aussi. Donc le management, il a deux facettes du gouvernement. Il a à la fois cette conduite avec ce pilotage, on accompagne, mais il a aussi cette dimension de tenir et de fonctionner sous l'influence de la sanction et de la récompense. Je vous donne un exemple. Le chef d'établissement a un petit volet d'heures supplémentaires qu'il peut attribuer en fonction du travail qui est fait. Eh bien, parfois, ce volet d'heures, il n'est pas attribué en fonction du nombre d'heures que vous avez passé à faire des choses, mais en fonction de votre implication, de votre rayonnement. Il y a un enseignant dans l'établissement dans lequel j'ai travaillé qui fait beaucoup de choses, qui communique peu, qui montre pas. Ben lui, il n'a jamais d'heures sup. À la fin de l'année, il n'en a pas. Et puis d'autres, alors non pas qu'ils s'agitent, ils font vraiment des choses, et ben eux, ils en ont. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Parfois, je dis pas tout le temps. Ensuite, les moyens de gouverner. Donc on a vu ce système d'hybridité entre quelque chose d'ancien et de plus nouveau. C'est fondé aussi sur un discours qui se diffuse, mais qui se diffuse partout, pas seulement dans l'éducation nationale. Il y a une porosité, une perméabilité. Ce discours, c'est presque un grand récit. Alors, vous pouvez aller voir Lyotard sur les méta-récits. Un grand récit anthropologique. C'est un récit sur le futur. Vous voyez, c'est pas un récit sur l'origine, sur l'ontologie. Là, c'est tout le contraire. C'est le récit du futur. C'est faire advenir pour le meilleur, dire ce qu'il faut réaliser et comment le réaliser. Donc, on passe d'une régulation de confiance a priori à une régulation a posteriori. Montre-moi ce que tu fais et comment tu le fais. Et je t'accorderai ma confiance et on pourra avancer dans le futur comme il se doit. Donc, pour gouverner de façon managériale, dans ce discours, il y a tout ce qui tourne autour du changement. Il faut changement permanent. Alors,
Il y a eu la révolution permanente de Trotsky. Et puis, dans le management, il y a le changement permanent, notamment dans l'éducation nationale. Alors, changement permanent dans l'éducation nationale, il ne faut pas non plus penser que ça change tous les jours, mais il y a du changement. Il y a des nouvelles pratiques qui sont introduites. Pédagogie par projet, co-animation, des réunions, conseils pédagogiques, des formations. Il faut qu'il y ait toujours quelque chose de nouveau. Il faut qu'il y ait de l'innovation permanente. Alors, c'est une sociologue qui s'est intéressée, c'est Danielle Linhart, qui dit qu'en fait, ce changement, il est fait pour déstabiliser, et comme ça, se met dans une situation un peu d'inconfort. Et comme les personnes sont perdues, elles vont se raccrocher à ce qui est proposé, et c'est beaucoup plus facile de le faire. Ensuite, ce discours, il s'attache aussi à une norme. Cette norme, c'est l'efficacité, la performance, atteindre les objectifs, presque une infaillibilité. De la personne qui travaille, que ce soit dans l'éducation nationale ou ailleurs, elle doit être quasiment infaillible. C'est pas un discours de perfection, mais c'est un discours d'achèvement. Il faut qu'elle soit complète. C'est la totale qualité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce mot. On le retrouve chez Toyota. Voilà, c'est la totale qualité. Il faut tout porter à son comble. Ensuite, c'est l'idée un peu d'une pseudo-science, dans la mesure où le management, qu'il soit dans l'éducation nationale ou ailleurs d'ailleurs, a des prétentions à la rigueur méthodologique, au rationnel, au protocole net, rigoureux, radical. Il y a toujours un processus et des procédés qui sont proposés. Il y a aussi cette pensée magique. Alors cette pensée magique, elle vient d'un auteur, s'appelle Mérien, il travaille à Lausanne. Il pense, ou il dit que le management, ça va dans l'idée qu'il y a des dysfonctionnements, ça va tout résoudre. C'est la pensée magique. Waouh, il y a du management, c'est formidable. Tout va se remettre à plat et c'est pour le bien commun. Après, gouverner, dans le terme, comme on l'a dit, que ce soit une conduite ou que ce soit une maîtrise, comme le pense Machiavel, c'est pas tout à fait juste pour le management. C'est pour ça que je mets gouvernementalité. Ça, c'est Foucault qui en parle. Alors, c'est dans la volonté de savoir, c'est page 117. Alors, voilà, là, vous avez une référence exacte parce que j'aime beaucoup Foucault, les autres, voilà. Le management, il le dit pas avec le mot management, mais ça fait référence à ça. C'est de nouveaux procédés de pouvoir qui fonctionnent non pas au droit mais à la technique, non pas à la loi mais à la normalisation, non pas au châtiment mais au contrôle, et qui s'exercent à des niveaux et dans des formes qui débordent l'État et ses appareils. C'est ça. Management dans l'éducation nationale, c'est ça. Et ailleurs, on fonctionne à la norme. Il n'y a pas de punition, mais on est contrôlé. Reporting, chacun est contrôlé, que ce soit le chef d'établissement ou l'enseignant. C'est pas du droit, mais c'est de la technique. Et c'est quelque chose de très profond et de très diffus. C'est très embrouillé. Ça déborde tout, ça déborde l'éducation nationale, ça déborde le privé, c'est partout. Et c'est lié peut-être, alors certains seront déçus parce que on a parlé d'élite, je suis pas sûre qu'on puisse totalement l'appliquer au management parce que c'est tellement diffus, c'est tellement profond. C'est compliqué pour moi, donc je préfère parler d'influence. Alors,
c'est chez Raymond Aron que j'ai trouvé peut-être la définition d'élite au sens le plus large. L'élite, c'est l'ensemble de ceux qui exercent de l'influence sur ceux qui gouvernent et ceux qui obéissent. Voilà. Alors, c'est un management, le management public, qui est sous influence. Ça, c'est certain. Alors, influence de qui? Vous l'avez sous les yeux. De l'OCDE. Vous allez dire, mais qu'est-ce que va avoir à faire l'OCDE avec l'éducation nationale? Il faut que je retrouve mon OCDE. Tradition, le regard, j'ai presque tout. C'est à la fin. J'arrive, hein. Mais je sais pas si c'est très engageant tout ça, monsieur Leroux. Hop, 19. J'arrive à la fin, vous inquiétez pas. Voilà. Donc l'OCDE, c'est l'organisation de coopération et de développement. De développement quoi? Économique. Voilà. Donc on est un tout petit peu loin du champ de l'éducation, mais bon. Eh bien l'OCDE s'intéresse énormément à l'éducation. Sous deux angles. Un, les tests PISA, vous avez peut-être déjà entendu parler. Tadam. Donc c'est le programme international pour le suivi des acquis des élèves. Vraiment depuis 2000. Hein. Et fait énormément de recommandations aussi en ce qui concerne le système éducatif. Et notamment en ce qui concerne le rôle du chef d'établissement. Le rôle du chef d'établissement, il a été lancé ou voilà, mis en place par l'OCDE il y a très longtemps. On est dans les années 90 quasiment. Alors, voilà. Il parle aussi essentiellement de l'efficience. L'efficience est une préoccupation de premier plan dans les politiques d'éducation. Il est de plus en plus évident que le personnel d'encadrement des établissements scolaires joue un rôle majeur en ce qui concerne l'efficacité de l'enseignement et de l'apprentissage, ce qui incite de nombreux systèmes éducatifs à expérimenter des méthodes susceptibles de permettre une affectation et une répartition plus judicieuse entre différents individus, des tâches de direction au niveau des établissements, équipes dirigeantes, cadres moyens et hiérarchisation des enseignants. Voilà pour l'OCDE. Il y a des think tanks, Terra Nova pour l'ancien ministre Najat Vallaud-Belkacem, Institut Montaigne pour le nouveau. Là, ça n'existe plus. Hein. Ça on ne dit plus. Ça. Institut Montaigne pour le nouveau ministre de l'Éducation nationale qui s'appelle Blanquer, Jean-Michel de son petit prénom. Alors voilà, l'Institut Montaigne, je vous encourage à aller voir un peu ce que c'est. Alors je vais très vite sur l'Institut Montaigne. Ça incarne une approche assez scientiste de l'éducation. Blanquer a même demandé, il n'était pas encore ministre, il y a une dizaine d'années, il a fait passer comme des IRM à des gamins qui avaient suivi un protocole de 3 ans. Oui, non, ça vous surprend, mais oui, ça existe. Avec une méthode Montessori. C'est lui, avec les financements de Bettencourt. Voilà. Recherche permanente de l'optimum, de l'efficacité, comme s'il y avait une méthode parfaite pour rendre des élèves en réussite et donc éviter quoi? Le chômage. Mais oui. Il existe une bonne façon d'enseigner qui résoudrait tous les problèmes. L'Institut Montaigne, c'est un institut libéral, un think tank très très particulier, puisque j'ai mis juste en dessous le club Bilderberg. Alors je pense qu'il y en a une qui connaît, 2, vous, 2 qui connaît, 3, bon, ah oui, 4 avec moi. Alors le club Bilderberg, bon,
Oui. C'est un think tank, je sais même pas comment on peut appeler ça, un groupe qui a été créé dans les années 50 par Rockefeller, et puis c'est le prince des Pays-Bas, ancien nazi, faut le dire aussi, au passage. Voilà. Et donc qui regroupe chaque année en secret, maintenant c'est plus secret, chaque année en secret à peu près 130 invités. Alors il y a un peu de tout, le PDG de Google, Ryanair, Goldman Sachs, que vous connaissez bien pour son côté très social. Côté politique, le Premier ministre belge, par exemple, ça je pense à l'édition de 2015, le patron de l'Eurogroupe, le secrétaire général de l'OTAN aussi quand même, c'est quand même mieux, comme ça on fait un peu de militaire. Chez les Français, le maire de Bordeaux, là, c'était un peu trompé pour les élections de 2017, Alain Juppé, ne vous inquiétez pas, le nouveau président a été invité l'année d'avant. On a la conseillère de l'Élysée, on a le patron de Michelin, on a le chef du renseignement aussi français qui y va, la directrice du château de Versailles et le directeur du think tank Institut Montaigne. Parce que le président du club Bilderberg n'est autre que le directeur de l'Institut Montaigne, il s'appelle De Castries. Et De Castries est très très ami aussi avec notre président actuel Emmanuel Macron. D'ailleurs, Emmanuel Macron a été invité en 2014 au club Bilderberg. Alors, je suis pas dans la théorie du complot du tout, pas ça. Non, c'est pas un complot. C'est bien ouvert, De Castries maintenant note ils ont un site, avant ils en avaient pas, ils sont beaucoup moins secrets qu'avant, mais c'est vrai qu'il y a une grosse influence apparemment, parce que c'est compliqué de savoir ce qui s'y dit puisque toute communication est interdite. Apparemment, ce que se dit à Bilderberg se retrouve à l'OCDE. Voilà. Alors, fiction, réalité, je sais pas. Et il nous reste un petit point, Accenture. Alors ça, c'est mon petit préféré, puis je m'arrêterai là. Accenture, c'est un cabinet privé, c'est le plus gros du monde. Cabinet privé de conseil, de consultants. Il a été privilégié dans la mise en place du nouveau management public, à partir des années 2002, vous voyez, un an après que la loi ait été votée, il y a ouverture aux cabinets privés, notamment Accenture. Il y en a d'autres, mais c'est celui qui a remporté le plus de marchés. Il y a eu des auditeurs, ceux qui font des audits. Il y en avait de la fonction publique. Et puis, il y avait pour moitié des auditeurs, des consultants privés, notamment Accenture. Il faut savoir que pour Accenture, le secteur public, c'est 12% de son chiffre d'affaires. C'est le premier cabinet mondial, je vous laisse imaginer le nombre de millions. Je les avais, mais là, je les ai pas mis. Alors, Accenture est inscrite sur la liste des lobbies de l'Assemblée nationale. Avant, il n'y avait pas de liste de lobby. Maintenant, oui. Bon, le MEDEF aussi y est, mais Accenture y est aussi. Alors, le rôle d'un lobby, c'est d'infléchir une norme, d'en créer une nouvelle ou de supprimer des dispositions existantes en exerçant des pressions ou influences sur des personnes ou des institutions publiques détentrices de pouvoir. Donc, on comprend un tout petit peu mieux l'engouement à partir des années 2000 pour le nouveau management public. Voilà. Alors, son président, c'est Christian Nibourel. Christian Nibourel, c'est un très très bon ami de qui? D'Emmanuel Macron. Ah, zut alors. Ballot, ils se connaissent tous. Alors, ils ont même créé une petite commission ensemble, là, ça s'appelle la Commission nationale, j'exagère un tout petit peu. Commission nationale des services, dont le président a été Emmanuel Macron jusqu'en 2017, et le vice-président, Nibourel. Voilà, comme ça au moins c'est clair.
Donc là, on peut parler d'élite dans la mesure où il y a une sociabilité entre Accenture, l'OCDE, l'Institut Montaigne, Club Bilderberg. Ils sont ensemble. Et je voudrais arrêter là. La boucle est bouclée. Encore que je voulais vous montrer un petit article sur Macron, mais bon, je le ferai pas. Ce que je voulais, pour conclure, il y a de l'influence, il y a du privé, mais pas que, parce qu'on est complice. On laisse faire. Voilà. Alors un petit exemple juste dans le collège, il y a les dociles. Le management se fait, d'accord ou pas, oui je fais. On m'a même dit que on ne mord pas la main qui vous nourrit. Vous êtes fonctionnaire, vous acceptez tout, que vous soyez d'accord ou pas. Ensuite, il y a les transgresseurs, mais calculés. J'ouvre bien grand ma bouche, mais ça ne change rien. Vous voyez un peu le système du carnaval, du roi carnaval, on secoue, on fait brûler, mais le lendemain, c'est pareil. La même chose. Donc je me suis fait du bien, c'est de la catharsis, c'est formidable. J'ai montré que j'étais un peu rebelle quand même. Oh, je suis pas d'accord là-dessus. Et ça change rien. Ensuite, il y a un autre groupe. J'aime pas faire des typologies et des catégories, mais bon. Il y a un autre groupe, c'est ceux qui prennent les lignes de fuite. Alors ça, c'est une référence très forte à Deleuze, dans Rhizome. Il y a des lignes dures, il y a des lignes molles, autour desquelles vous allez vous entourer, puis il y a les lignes de fuite. Alors fuite, c'est pas fuir parce que Berck, c'est fuir, c'est prendre une autre direction. Et il y a pas mal d'enseignants qui prennent ces lignes de fuite. Alors, Monsieur Roger Sommet est pas là, mais voilà, c'est une façon de résister. Il a pris la ligne de fuite. C'est une façon de résister un tout petit peu à cette mentalité dont on est tous pétris. On est tous pétris de management. Voilà. Vous allez vous acheter des chaussures de façon efficiente. Les meilleures chaussures pour le moindre coût. Vous n'allez pas acheter des chaussures parce que elles sont parce qu'elles sont magnifiques et que l'artisan a mis 24 heures ou je sais pas 50 heures à les fabriquer. Vous allez choisir votre billet d'avion de quelle façon? Le moins cher. Vous allez pas prendre le plus cher. Vous allez prendre le moins cher. Mais ça vous fait, on réfléchit pas à ce qu'il y a derrière. Comment sont, traitées les hôtesses de l'air, les pilotes, etc. Vous allez acheter votre t-shirt à 3 €, et puis vous allez retrouver un petit mot, je suis pas payé. Vous avez pas vu ça pour Zara? Un petit mot qui avait été glissé dans les vêtements, je suis pas payé. Voilà. Donc on est tous dedans, plus ou moins. Plutôt plus que moins, mais voilà. Voilà sur quoi je voulais finir. Donc ça déborde là aussi largement le thème du management public, du nouveau management public, qui lui aussi change. J'ai pas tout abordé, c'était déjà assez long, largement. Voilà, merci. Alors pas de questions parce que je sais pas y répondre. Alors, bon, je suppose qu'il est un peu inutile que je souligne l'importance de ce qui vient d'être, à mon avis de citoyen aussi, mon avis de scientifique, mais mon avis de citoyen. Isabelle Brun, et pour moi, je vais vous donner une anecdote, je devrais pas, parce que c'est enregistré, mais quand je suis arrivé à l'université, il n'y a pas très longtemps, j'ai été confronté, moi je suis un homme, je croyais être un homme libre, j'étais un bouseux de terrain, un ethnographe libre, perdu dans ses brousses. Et je suis arrivé à l'université, on m'a cadré aux réunions, les réunions efficaces, enfin toutes ces choses-là. Et moi, j'ai failli me suicider tellement c'était l'horreur pour moi, c'était l'horreur. Je comprenais pas, je disais c'est moi, je comprends pas, je suis pas dans le moule, je vais me barrer quoi, c'est pas possible. Et c'est le travail d'Isabelle Brun que je dirigeais,
je sentais intuitivement qu'il fallait que je m'intéresse à ce sujet qui, au départ, n'était pas évident du tout pour moi. C'est pas du tout mon terrain ni mes spécialités. Si, tout est de l'ethnologie, mais c'était pas un terrain, l'Europe, la France, l'éducation nationale, c'était un terrain facile pour moi. Et j'ai senti intuitivement qu'il y avait quelque chose, fallait laisser venir. Et ça m'a libéré. C'est-à-dire qu'en réalité, à la lecture, parce que là, vous avez eu qu'un aperçu, à la lecture du mémoire, c'est-à-dire de l'analyse très détaillée, très logique et très extrêmement, comment dirais-je, extrêmement décapante, pernicieuse même, parfois, en tout cas, dangereuse, comme dirait Nietzsche, du travail d'Isabelle Brun, je me suis aperçu qu'en réalité c'était un système, et que ce système qui m'oppressait était un système que d'un coup s'éclairait devant moi, et du coup il devenait il perdait son aspect effrayant. Et de ce fait, je me suis senti beaucoup mieux. Je pense donc que ce type d'analyse anthropologique appliquée à des sujets aussi citoyens, aussi quotidiens, aussi omniprésents dans notre vie de tous les jours, c'est un sujet extrêmement fort. Ce que vient d'être dit aujourd'hui, pour moi, est quelque chose d'extrêmement sensible, utile au sens démocratique, de la défense des libertés. C'est quelque chose de très important, je crois, et j'ai insisté, parce qu'Isabelle Brun voulait pas venir, j'ai insisté très longuement pour qu'elle vienne. Elle a eu le courage de le faire. C'est pas simple de parler de ces choses. En plus, le terrain est proche, c'est toujours plus difficile de parler sans dévoyer, sans trahir. C'est pas facile. Mais je pense qu'il fallait le faire. Je voulais la remercier pour ça spécifiquement, et je l'encourage véritablement. Et je voudrais que vous disiez aussi ça, si c'est ce que vous pensez également. Elle doit poursuivre dans la divulgation, dans la publication, au sens rendre public ces analyses-là, qui sont très originales et toutes nouvelles. Pour moi, j'ai jamais lu de ces choses avant d'avoir lu Isabelle Brun sur ces questions-là. Or, ce qu'elle vient de décrire, c'est exactement ce qui se passe dans l'université. C'est exactement la même chose. Absolument la même chose. Incroyablement. Alors, avant de céder la parole aux questions, elles sont très nombreuses, je suppose, si ces sujets-là ne sont pas porteurs, il y a deux choses que je voulais dire brièvement. À propos d'Accenture, vous n'avez pas signalé, mais on en avait parlé, puis je vous ai lu, donc c'est le mot Accenture. C'est pas français à l'origine, non? Voilà, bon, on va dire anglo-saxon, on va dire américain, ou voilà. On s'en doutait un peu, quand même. Et puis, ça reste, même si le président actuel est français, c'est le genre de français formé à Harvard ou l'équivalent, ou ailleurs dans le monde anglo-saxon, est formaté dans ce sens, évidemment. En ce qui concerne le principe d'efficacité que vous avez signalé, le management privé apparaît en France seulement en 21. Je signale que c'est pas par hasard, à mon avis, que, oui, le mot, oui. Le mot français est appliqué en France, le mot est introduit en France, donc à partir de 21. C'est la même époque, alors ça c'est un livre de Bernanos, Georges Bernanos, un écrivain libertaire qui s'oppose notamment, c'était la France contre les robots, je crois. Et il rappelle que c'est en 1921 que l'État français, pour la première fois, impose la carte d'identité. Il y a eu une révolte des citoyens de France. Ils disaient, on n'est pas des criminels, on veut pas être embrigadés. Maintenant, ils sont tous sur Facebook, ça me fait rire. Et donc, la troisième point, c'est que, à propos de le principe que vous avez cité au début, la réunion implique une participation. On fait venir les vassaux, les sous-fifres, les dépendants, les subalternes. On les réunit et on fait semblant de les écouter. En réalité, on les écoute pas. On leur assène des décisions qu'on leur impose, en fait. Et ce fonctionnement-là, ce principe-là, est un principe de base du fonctionnement de l'autorité politique et sociale en Asie du Sud-Est et en Extrême-Orient, et c'est une caractéristique culturelle que m'avait d'ailleurs confirmé Georges Condominas, qui était un grand expert de ces sociétés. Dans une société donc hiérarchisée,
où prévaut le principe d'une société verticale politiquement, où prévaut en fait le principe de féodalité. Voilà. Eh bien, ce principe s'appelle, Condominas l'a nommé le principe d'unanimité. Il s'agit en fait pour le chef despotique, il s'agit bien de népotisme, hein, de dictature. Le chef, le roi, le chef coutumier, le décideur, le leader, le baron, le big man, impose sa volonté, sa décision, mais réunit toute la population, tous les villageois, et leur fait croire, comme vous êtes ici, nous allons peut-être faire ça, qu'en pensez-vous? Alors vous dites évidemment, bah oui, et hop, c'est validé. En réalité, c'est juste une légitimation, comme un plébiscite au temps des rois francs. C'est-à-dire, ça a été dénoncé, le plébiscite, comme le principe actif du fascisme. Enfin, on a souvent, d'ailleurs, Mitterrand disait le coup d'État permanent à propos du référendum voulu par le général de Gaulle en référence au plébiscite des rois francs. Donc, ce principe d'unanimité, il est tout à fait utilisé dans les sociétés verticales politiquement, c'est-à-dire là où il y a une sorte le despotisme prévaut. Donc c'est quelque chose que je voulais vous soumettre. Je vous remercie pour ça et j'ouvre les questions. Je voudrais juste réagir un tout petit peu oui, sur le côté totalisant en fait du message managérial. Le chef d'établissement, il a pour principe d'être loyal envers sa hiérarchie. C'est pas principe d'être loyal envers ses collaborateurs, mais envers sa hiérarchie. Ça, c'est quelque chose qui date du Moyen-Âge, cette loyauté. Qu'on soit d'accord ou qu'on le soit pas, on doit être loyal. Et ça, c'est c'est pour rebondir sur l'idée de féodalité dont vous parliez. Et pour montrer que ce management en milieu scolaire, dans l'éducation nationale, il est vraiment très très hybride. On demande à la fois l'autonomie du chef d'établissement, on lui demande d'être responsable seul, quelque part, mais on lui demande aussi d'être complètement loyal à ce qui descend en fait, aux recommandations. Il y a des commandes qui sont faites, puisqu'il y a un contrat qui est passé entre le chef d'établissement et le recteur. Le recteur, c'est le chef de l'académie. Un vrai contrat, il y a une lettre de mission. C'est fort. Donc, quelle autonomie a-t-il réellement? Il y a un grand décalage entre le discours qui est donné, avoir, autonome, vas-y, fais ce que tu veux, expérimente, c'est formidable, mais t'as des comptes à me rendre. Mais c'est moi en fait qui te commande. Je te commande quelque chose que tu dois accomplir. Et si tu ne l'accomplis pas, eh bien, t'es dans la catégorie exclue. C'est ce qui va se retrouver aussi chez certains enseignants. C'est une cascade. On est en ce moment, on adore c'est quoi la théorie du ruissellement, hein? Voilà, les riches, et puis ça va peut-être dégouliner sur les pauvres. Voilà. Ben là, c'est du ruissellement. C'est qui marche bien en fait. Hein. C'est je commande, et jusqu'au bout en fait. C'est-à-dire que le chef d'établissement va passer des commandes aussi aux enseignants. Comme le chef d'établissement, on lui passe des commandes. C'est tout un système en fait. Alors ça, c'est Daniel Linhart aussi, sociologue, qui raconte ça, où on est fournisseur et client perpétuellement, fournisseur et client. Parallèlement à ça. C'est du nouveau management. Est-ce que, alors, c'est une question en même temps une observation, mais peut-être que je peux me tromper. Je sais pas. Le statut des enseignants, des professeurs, au sens noble du terme autrefois, respecté, respectable, entendu, écouté, est aujourd'hui descendu ras des pâquerettes. C'est plus eux qui décident, le pédagogique. Le pédagogique ne compte plus. Alors ça, après, je peux en discuter des heures. Hein. Après, on va peut-être aller boire un pot quand même. J'y tiens. Sur l'autorité. Voilà. Qui a autorité dans l'établissement à l'heure actuelle? Eh bien, c'est assez conflictuel, puisque dans les nouvelles directives, alors quelqu'un pourra me dire si c'est la loi de 2008 sur le chef d'établissement, je crois que c'est ça, hein,
où il a autorité sur tous les personnels, mais aussi autorité pédagogique. Et ça c'est assez nouveau, ça date pas de 2008, ça c'est déjà un peu avant. Autorité pédagogique. Avant, le chef d'établissement, c'était le gars qui faisait de l'administratif, il faisait de la gestion, il faisait régner la paix sociale dans l'établissement, il fichait la paix aux enseignants. En gros, fais ce que tu veux, c'est très bien, machin. Avec le nouveau management public, maintenant, on est versé dans ce qu'on appelle du professionnalisme. Ça veut dire que l'enseignant, eh bien, il est vu comme ayant un pouvoir discrétionnaire. Il fait trop ce qu'il veut dans sa classe, quand même. Et il va falloir le remettre un tout petit peu au pas. Il faut qu'il soit professionnel. Parce que, vous savez bien, les profs ne sont pas professionnels, ils l'ont jamais été. Et c'est pareil pour le chef d'établissement. Il faut qu'il soit aussi professionnel, c'est-à-dire qu'on lui donne la marche à suivre quand même. Hein. Et sur l'autorité, c'est compliqué parce que dans les réunions, il y a des conflits, notamment dans le conseil pédagogique qui a été nouvellement mis en place, où les enseignants ne reconnaissent pas l'autorité du chef d'établissement en tant qu'autorité pédagogique, alors que bien souvent, c'est un ancien prof ou un CPE. Voilà. Alors, pas des questions dures parce que j'y arriverai pas sinon. Alors, aucune référence à des ethnologues, s'il vous plaît. Un peu de philosophie, si vous voulez, mais pas très peu. Allez-y. Bonjour. Donc, Léna Lorman, alors, je suis désolée, j'ai 3 petites questions. Ça y est, elle l'a fait. La première, c'est par rapport à quelque chose que vous aviez dit. Enfin, vous avez parlé de mentalité, vous avez parlé de façon de gérer, vous avez parlé de ça déborde partout, c'est diffus, ça déborde l'éducation, et puis Monsieur Leroux a mis le mot de système. Et dans tout ça, on n'a pas prononcé le mot d'idéologie. J'aimerais bien savoir alors, il y était l'idéologie, évidemment. Idéologie et même utopie. C'est une idéologie, ce management. Ça a des valeurs structurantes. Alors, je les reprends, efficacité, performance. C'est devenu des valeurs, hein, carrément. Et c'est même plus que l'idéologie, plus que quelque chose de structurant, ça en devient même une utopie parce que c'est là pour encore amener ce que je disais, le futur. Ouais, c'est pas ce que je dis. Faut pas que je dise tu. C'est une mauvaise habitude. Vous. Dans l'utopie, c'est aussi subvertir ce qui est encore existant, ce qui reste. C'est-à-dire encore au-delà. Alors, oui, j'ai pas prononcé le mot, mais il y était. Non, sans souci. Oui, parce que je suis allée vite. Je voulais avoir votre avis, effectivement. Non, je l'ai... Oui, il y était, je peux te dire la page, mais tu vois, après j'oublie, j'ai peut-être trop écrit comme ça, la prochaine fois je ferai plus court. Et alors mes 2 autres petites questions, et après peut-être que je vous les donne d'un coup, comme ça vous pouvez un peu me répondre comme ça vous arrange. Alors donc c'est lié à l'idéologie du coup, parce que c'est quand même assez problématique, on parle de l'éducation. Dans mes souvenirs, il me semble qu'il y a une différence entre les fonctionnaires de l'éducation nationale, par exemple dans les collèges-lycées, les professeurs, et les universitaires, au niveau de la liberté qu'ils ont dans du contenu de leurs cours, en fait, de leurs propos. C'est-à-dire, les universitaires sont un peu les seuls, normalement, à avoir une certaine liberté totale, au sens où ils sont des chercheurs, donc on va pas commencer à contrôler idéologiquement parlant ce qu'ils disent. Mais c'est pas le cas dans les collèges ou lycées. Donc, est-ce que pour vous, quand on est dans ce contexte-là où manifestement on a une idéologie dominante qui commence qui est là, quoi, est-ce que pour vous les universitaires quel rôle ils ont à jouer? Est-ce qu'ils peuvent le jouer aussi? Parce que j'imagine que c'est pas aussi simple que ça. Et ma deuxième question, elle porte sur la réception et on va dire l'éventuelle retombée personnelle de votre travail, du coup, vu que vous êtes prof. Voilà. D'accord, et j'ai pas tout dit. Oui, j'imagine. Non, les retombées personnelles, c'est ça? Moi, parce que je suis prof. Déjà, je suis censée avoir un devoir de réserve, hein, quand même, je suis pas censée parler ouvertement de plein de choses. Alors, pour la première chose, quand vous faites référence l'éducation dans le secondaire, à dire collège-lycée, hein,
et puis les universitaires, oui, nous on a des programmes. On a des programmes. Alors c'est sûr qu'on a moins de liberté. Il nous en restait une, liberté, la façon dont on fait le cours. Pas obligatoirement du contenu, parce qu'il nous l'est imposé. Après, on peut prendre les documents qu'on veut. On n'a pas une vulgate encore, sur le document à utiliser. En revanche, maintenant, on a une façon, une procédure. C'est de la pédagogie par projet. On est censé pédagogie par projet. On va le retrouver dans l'entreprise. Il y a les chefs de projet. Il y a, voilà, je vais pas parler des compétences non plus, mais bref, il y a le même vocabulaire en fait. Et pédagogie par projet qui est avant elle était seulement encouragée, maintenant elle est dans la loi puisqu'il y a une réforme du collège et ça s'appelle un EPI, un enseignement pratique interdisciplinaire. Moi, j'y travaille. Voilà, donc on est obligé de travailler en projet. Oui, après on est plus tenu oui, on a un programme et on est très docile. Ça j'en ai pas parlé, ça c'est Foucault, c'est surveiller et punir. Où on a une très grande docilité dans l'éducation nationale, rien que la discipline du corps. Vous avez été élève, vous avez déjà été debout? Jamais. Assis. Vous l'êtes encore, moi aussi. On est assis. Il y a alors un biopouvoir, c'est un contrôle, une maîtrise du corps. À l'éducation nationale, on est très dedans, dans la maîtrise du corps. Et chacun d'entre nous a cette empreinte de docilité. Voilà. Alors, pour les retombées personnelles ou professionnelles ou autres, c'est très très compliqué de pouvoir parler de ça ouvertement avec ses collègues, sachant que je vous ai pas tout à fait tout dit, puisque le collège où j'ai mené, alors j'aime pas dire enquête, je sais pas comment on dit, l'étude, terrain, je sais pas. En bref, où j'étais, où j'ai travaillé, c'est le collège où moi je travaille aussi. Distance pas facile en tant qu'apprenti ethnologue, parce que moi je suis pas de formation, moi je suis de formation historienne et géographe. Mais oui, c'est compliqué. J'ai menti, non pas à mes collègues, j'ai jamais menti à mes collègues. J'ai menti à la direction. J'ai pas dit que je faisais un travail sur le management ou le pouvoir. J'ai dit que je faisais un travail sur la réforme. Tout petit peu, j'ai menti. Mais je n'ai jamais menti à mes collègues. Après, j'ai occulté des choses. Je n'ai pas montré. Je n'ai pas fait lire. Voilà. Ouais, déjà, là, j'ai fait un très grand pas parce qu'il y a 3 personnes qui sont au fond tout en haut, là. Vous les voyez? 3 dames. Une qui va me poser une question, je vais détester. Voilà, ce sont mes collègues. Ouais. Et c'est la première fois que j'en parle ouvertement. Sinon, j'en parle par morceaux. Voilà. Normalement, j'ai un devoir de réserve. Je devrais même pas écrire là-dessus, je devrais pas être là. Ça peut me taper sur les doigts. Ouais, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. D'autres questions à part... Non, dernier, Madame Schwind. Dernier. Non, Madame Schwind. Plusieurs choses qui me font réagir, tu t'en doutes. Oui, j'imagine. Mais dans le bon sens, rassure-toi. Tout d'abord, et bizarrement te connaissant, il y a une chose qui est absente, ce sont les élèves. Et je crois que c'est la valeur qui nous rassemble, c'est cette utopie, cette idéologie dont parlait l'étudiante juste avant. Alors idéologie, j'aime pas parce qu'on ne formate pas nos élèves, mais une utopie, c'est celle de la réussite de tous les élèves. Oui, le jeune homme opine de la tête. Il a le droit. Non, moi je défends en tout cas une pédagogie où on ne les formate pas et on est quelques-uns malgré tout à défendre ces valeurs-là. Donc au nom de la réussite des élèves, on a donc l'OCDE qui évoque en fait un capital humain. On est dans cette logique d'un développement durable, mais finalement d'un investissement qu'on fait dans les générations à venir,
d'ailleurs sont ici assis avec nous. Et ce capital humain fait que finalement on va avoir ce management avec la LOLF et parce que on a maintenant dans cette nouvelle politique économique le devoir de rendre des comptes finalement à tout individu. Et ça, c'est en fait dans la Déclaration des droits de l'homme, tout simplement, où tout citoyen a le droit à l'information en tant que citoyen, en tant que contribuable, parce que le fonctionnaire, il est payé par les impôts, et en tant que usage et contribuable citoyen. Et je sais qu'il y a un quatrième pendant qui m'échappe. Voilà. Et c'est dans cette optique-là qu'on entre dans cette logique managériale. Alors, il est vrai que parler de management, ça fait frémir les enseignants. Pourquoi ? Ça, moi, je me pose la même question, je ne sais pas. Et voilà, je voulais un peu avoir tes réactions là-dessus. Et deuxième élément, oui, on est contrôlé. Je crois que tu parlais d'un ventre mou finalement qui ne mord pas, on n'attaque pas la main qui nous nourrit, etc. On a quand même une éthique, on est censé, il y a une déontologie malgré tout, alors moins forte que chez les médecins ou d'autres corps, mais malgré tout, on appartient au corps des fonctionnaires. Donc dans cette optique-là, on ne peut pas non plus faire tout et n'importe quoi, d'autant plus qu'on a de jeunes enfants à former. Cette idée de ligne de fuite, je crois qu'elle est très intéressante justement pour trouver du sens. Voilà, un petit peu toutes les idées que je voulais de manière assez brouillonne te soumettre. Moi, avant de laisser répondre je suis assommée. Je voudrais dire juste rappeler quelque chose qui est important, qui est là. Bien sûr, si l'idéologie, si le but commun à tous dans l'administration, dans la fonction publique, dans l'enseignement, qu'il soit supérieur ou secondaire, c'est le bien-être, la qualité de vie future des jeunes gens que l'on forme, on est tous d'accord. Le problème souligné par Isabelle Brun ici très clairement, c'est que aujourd'hui, dans le cas de la France, mais pas que, la politique de l'éducation nationale est dictée à un pourcentage beaucoup trop important par des organisations libérales, commerciales et des intérêts étrangers, des intérêts de multinationales, des intérêts de clubs un peu bizarroïdaux, étranges et hermétiques, et qui ne sont pas vraiment dans la transparence démocratique. C'est en cela que c'est dangereux et que l'application aveugle, si vous voulez, ça me rappelle à moi, alors je vais choquer, mais ça me rappelle, alors à un niveau bien moindre, symboliquement, ça me rappelle le roman de Robert Merle, La mort est mon métier. Vous voyez, et j'étais pas responsable, j'ai suivi les ordres. Oui, mais on y participe et il est peut-être utile de commencer à réfléchir. Et évidemment, on est noyé, mais je trouve que Isabelle Brun a eu le courage d'une manière beaucoup moins militante que je ne le fais d'ailleurs. Elle est beaucoup plus tolérante et beaucoup plus, elle est plus de votre côté. Elle défend beaucoup il faut lire son travail. Il n'est pas du tout agressif, mais je trouve qu'elle a eu le mérite de poser de poser le questionnement. Voilà. Enfin, je pense que c'était important de le rappeler. Alors, je voudrais te répondre. Je vais appeler par son prénom, ça me dérange pas. Tu as raison sur ce qui motive beaucoup d'enseignants sur cette réussite des élèves qui puissent. Mais quelle réussite ? C'est là où, alors, je fais pas la technique de management à renvoyer une question à celui qui pose la question. La réussite, si c'est l'épanouissement, si c'est la quête de connaissances, de quelque chose qui va construire, oui, je suis pour cette réussite. Sauf que la réussite qui est proposée à l'heure actuelle aux élèves, c'est aux étudiants peut-être, que je connais moins, c'est une intégration réussie dans le monde professionnel. Et ce monde professionnel, la valeur cardinale à l'heure actuelle, c'est l'entreprise.
Pourquoi quand on est en ethnologie, pourquoi quand on est en histoire, pourquoi quand on est en géo, on trouve pas de boulot? Parce que c'est capté par... Alors, j'ai rien contre les sciences, hein, pas les autres. Mais y a une captation quand même très... d'un côté très utile de certains savoirs et pas d'autres. Pourquoi dans les classes de management, ça explose? Pourquoi en marketing, ça explose? Pourquoi les ingénieurs, il y a 25 millions d'écoles, hein, qu'on ne sait même pas comment elles s'appellent. On ne sait pas quel diplôme elles délivrent. Waouh! Alors oui, pour la réussite de tous, et qu'on ait le choix de faire des études qu'on aime, et qu'on ait le choix d'avoir ou la chance, la possibilité d'avoir un débouché, ce qui n'est pas le cas. Je ne veux pas vous déprimer en ethno, hein, mais vous êtes porteur d'une matière qui est magnifique, mais comme l'histoire, comme la géo, et on se retrouve, alors c'est pas que je sois pas fière d'être enseignante, hein, c'est pas ça, mais peut-être que ça a une utilité aussi dans l'entreprise. Moi, j'ai été très étonnée de suivre une conférence, j'y ai pas assisté, hein, par vidéo. Il s'appelle Julien, c'est un philosophe, François Julien. Il est intervenu aux mines. Parce que on pense qu'aux mines, c'est bien de mettre un peu de philo quand même, parce que c'est sympa de faire des calculs et des ponts, mais ou je sais pas quoi, ou creuser des trucs, voilà, des mines. Et il faut mettre un peu de philo dedans. Ben, pourquoi dans l'entreprise on n'y mettrait pas un peu d'histoire, un peu de philo, beaucoup d'ethno? Et ça fait une chanson, ça, non? Ou autre chose. Tu vois, sur la réussite, je suis d'accord avec toi. Mais quelle réussite? Si c'est une réussite pour intégrer un système... Alors, je suis pas en train de critiquer le capitalisme, machin, truc libéral, ce qu'on veut. Sauf que je trouve que les champs se réduisent de plus en plus. Moi, j'ai été très étonnée, c'est en lisant... Antoine Pro, qui sur l'histoire de l'éducation, ça c'est P-R-O-S-T, qui fait une étude sur les médecins. Dans les années 50, les médecins, eh bien, ils sont tous issus de philo. Waouh, c'est quand même épatant. 1980, ils sont tous des maths. Oh bah tiens, je suis rien contre les maths, hein, c'est super, hein, c'est vachement bien, mais il faut pas que ça. Alors, faut pas que des ingénieurs, il faut pas que des commerciaux, et on a tous notre rôle à jouer dans l'entreprise. Si c'est la valeur à l'heure actuelle, bah autant qu'on y joue tous notre part. C'est ça, soit la réussite de tous. Oui, mais si c'est que ça, non. Voilà. Et après, rentrer dans la logique managériale, oui, on gère, on a toujours géré, on s'auto-gère même. C'est formidable. Hein. On sait ce qui est bon pour soi, maintenant je le sais, ce qui est bon pour moi, ce qui l'est pas. Donc c'est une gestion aussi, c'est une forme de gestion personnelle, c'est de l'auto-management, hein, s'auto-évaluer soi-même. Enfin voilà. Oui, logique managériale, mais après, ces logiques managériales sont des viatiques, des soutiens à une autre logique qui me paraît moins noble. Et pareil pour l'éducation nationale, ça me paraît moins noble. Oui, il faut pas produire des chômeurs. Alors, il faut de la place pour tout le monde. C'est logique de place. Ouais, réfléchir des fois, mais la place pour tout le monde, ce qui est pas le cas. On fait pas une société qui est ouverte. Voilà, pour moi. Ligne de fuite, hein, ça j'insiste, réfléchissez, ligne de fuite, lisez Rhizome de Deleuze, inspirez-vous, c'est formidable. Bonjour, je m'appelle Gwenola Petit, je suis en L2 Sciences sociales. Je me demandais, en fait, vous disiez que vous aviez fait le terrain dans le collège où vous travaillez, et les enseignants autour de vous étaient au courant, mais pas... Ah si, la direction était au courant, mais j'ai menti sur le sujet. Voilà, mais les enseignants étaient au courant de ce Ah ben oui, et puis alors même bien, certains peut-être plus que d'autres, ouais je travaille sur le pouvoir, ouais mais t'es complètement dingue. Et du coup vous n'aviez pas peur que ça remonte, d'abord que ça remonte au niveau de la direction? Ah ben il y a toujours des faillots. Et alors eux je les ai évités, je les ai juste observés, pardon. Non je blague. Et du coup même au niveau de l'information, est-ce que ça ne risquait pas aussi de fausser
de dire directement. Eh ben voilà. Alors c'est une grande question. Parce que j'étais dedans, parce que j'étais leur collègue, alors ils m'auraient pas tout dit. Eh ben, si tu veux, moi je pense, alors je sais plus quelle référence, bon bref, la Plantine, tiens, sur la subjectivité. Dans le terrain que j'ai fait, ou sur le terrain que j'ai fait, j'ai observé, on m'a dit des choses. Parce qu'il y avait une confiance, parce que je suis pas dans le camp des faillots, donc déjà c'est pas mal. Donc il y a une certaine confiance, alors j'irai pas jusqu'à respect, faut quand même pas exagérer, mais il y a, oui, je pense qu'on m'aime bien quand même. On confie des choses, même très personnelles, et parce que ça fait longtemps que j'y suis finalement en fait. Je suis un peu longtemps, moins longtemps que d'autres, mais un peu longtemps. Et donc on m'a livré des choses. Okay. Une autre personne serait venue, un autre ethnologue serait venu, et on lui aurait dit d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est parce que vous étiez depuis un moment dans cette école. Sachant que le domaine de l'éducation nationale, si t'es pas dedans, vas-y pour rentrer dans un collège. Il faut que tu sois invité. Monsieur Leroux est venu. Il allait pas se présenter à la porte. Bonjour, Monsieur Leroux. Alors, j'ai décidé d'étudier votre collège. Ah bah non, il faut faire une demande au rectorat, machin, truc, dans quel cadre et pourquoi, qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà. Donc on peut jouer les taupes. Ce que je veux dire par rapport au terrain, oui, il faut de la distance, etc. Alors c'est Descola qui dit oui, il faut partir loin, c'est vachement bien, c'est la vraie ethno, il faut être confronté à l'altérité totale ou je sais pas quoi. Oui, c'est vrai. C'est hyper bien, mais on peut être aussi hyper séduit par l'altérité totale. Ouais, elle fait des super belles prières, c'est trop bien, j'adore. Voilà, donc on peut être aveuglé et très séduit par cette altérité. Alors j'exagère, totale, radicale, ce que vous voulez. Quand t'es dedans, évidemment, tu peux te dire j'ai des pots de saucisson dans les yeux, je réfléchis comme un enseignant, etc. Ça demande plus d'efforts pour prendre de la distance, c'est certain. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu prends n'importe quel terrain. On va prendre l'Australie de Bernard Moiseau et Kimberley. Bernard Moiseau a vu des choses, voilà, X, Y, et puis un autre, à la même époque, il a vu d'autres choses, parce que les interlocuteurs lui ont pas dit, tu vois, toujours un côté, vous voyez, partiel, ou subjectif, tout est, je crois pas à l'objectivité là-dedans. Merci. Dernière question. Parce qu'ils vont être obligés de rendre la salle puis on va aller boire. À 5h30, il faut qu'on arrête les... On a déjà dépassé un peu. Apéritif. C'est subliminal, apéritif. Pardon. Bonjour, Raphaël Chimel, je suis en 2e année de licence en sciences sociales. C'est pas complètement une question, c'était plus une remarque. Enfin, je trouve ça très intéressant que votre intervention soit cette semaine, juste un peu plus d'une semaine après l'annonce des réformes de l'entrée à l'université, qui me semble rendre complètement dans cette logique de management. Ouais. C'était pas fait exprès. Hein. C'était pas fait exprès. Moi, c'est sur. Après, je connais moins bien, si tu veux si vous voulez, l'université. Mais moi, on en parlait. Je sais pas si vous étiez là à la conférence d'Ostena Angelova quand elle parlait des projets, des financements. C'est exactement pareil que sur la réussite de tous. C'est-à-dire qu'il y a des projets de recherche qui vont être financés parce que ça correspond à ce qui est intéressant pour certaines personnes à traiter ou à valoriser. Il y a alors je vais pas citer de nom, je vais pas citer la thèse, je vais pas citer les recherches, ça va être dur. Il y a un docteur, mais non, il y a un docteur en ethnologie qui a travaillé sur les migrations en Afrique et sa thèse a été financée par le ministère de l'Intérieur ou de la Défense, c'est lequel ou les deux, ou c'est pareil. C'est quand même intéressant, non? 60% des colloques de sciences sociales, CNRS, etc., en France, 60% sont payés par la DAS, la Direction des Affaires Stratégiques du ministère de la Défense. Je le tiens des hauts fonctionnaires qui dirigent ce service. Là, ça date de 2005, donc le chiffre a dû augmenter. Mais évidemment, c'est pas dit. Voilà, ça passe par
des thèmes, des appels d'offres, des choses comme ça. Petite chose, je ne sais pas si vous avez vu, toujours en rapport avec Dostina Angelova, il y a des affiches 4 par 3 sur Is Populism is Right. Donc quelque chose comme ça, en anglais, financé par la Commission européenne, je ne sais pas quoi, au Parlement. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'elle disait sur les think tanks qui mettaient sur la table cette nouvelle façon de faire de la politique. Ah, et là, on va en 4 par 3. Moi, j'étais ébahie, quoi. Voilà. Bon, on va prendre l'apéro. Juste avant de nous quitter, un rappel. D'abord, faire un terrain dans son propre pays, faire de l'endo-ethnologie, c'est souvent beaucoup plus difficile et plus délicat parce qu'on n'a pas justement le masque qui protège, le masque donc de théâtre qui protège, la langue qui fait qu'on a un prisme qui nous protège un peu comme une armure ou comme une protection, je sais pas, anti-moustique, antibactérienne. Là, on est dans le vif et c'est beaucoup plus difficile. Et en ce qui concerne son collège, je l'ai visité. Faut pas dire où c'est, hein. Non, je dis pas, c'est quelque part en Europe. Et j'ai été très bien accueilli, très bien, toute une journée. Et je dois signaler, parce qu'on pourrait le croire que c'est pas le cas, de signaler la qualité humaine des personnels à qui j'ai eu affaire, individuel et collectif, des gens, que ce soit les professeurs, les enseignants, le personnel technique et administratif, des gens charmants sur le plan individuel, des gens intelligents et une bonne ambiance en plus dans ce collège. Donc c'est pas du tout contre les personnels que l'étude porte, mais c'est sur l'application. C'est un exemple en fait courageux de ce qui se passe à l'échelle du pays et de l'Europe tout entière, peut-être même du monde probablement. Parce que j'ai pas parlé du nouveau management mis en place par Thatcher, Reagan, etc. expérimenté. J'ai pas eu le temps, sinon j'ai passé 4 heures. Donc vous aurez une publication probablement à faire par la suite, ce serait bien. Voilà, il y a déjà le bouillon. Et puis, je vous invite tous à nous suivre. Normalement, la tradition lancée par mes maîtres historiques, Georges Condominas, André Georges, Audrey Court, Lucien Bernot et quelques autres, et Philippe Descola aussi, parce que il pratique, c'est pas, il m'encourage toujours à garder cette tradition. On ne se quitte pas immédiatement, on se rejoint dans le café Le Milano près de la Gallia, en face du restaurant La Victoire, s'appelle le Milano, pour boire un verre, chacun paye de sa poche. J'ai pas de budget, mais vous êtes tous bienvenus pour continuer les discussions avant qu'on se sépare. Voilà. Je voulais quand même vous remercier d'avoir subi cette intervention, d'être resté aussi tard. Bon, il pleut dehors et puis chaud, donc c'est pas mal. De vos questions, vos remarques, c'était bien de souligner pour l'idéologie que j'ai zappé alors qu'elle y était. Enfin, voilà, ça c'est des risques de la prestation orale. En tout cas, merci beaucoup.